régime de l'assurance chômage, après l'échec des négociations patronat-syndicat hier soir, la position du gouvernement avec le ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Pierre Bérégovoy, invité de ce journal. La caisse noire de l'association sportive de Saint-Étienne, inculpation aujourd'hui de l'ex-président Rocher. À Hambourg, arrestation du terroriste le plus recherché d'Allemagne fédérale, la fraction Armée Rouge décapitée. Le retour de la navette spatiale américaine, Columbia a réussi sa première mission commerciale. Madame, Monsieur, bonsoir. Après 7 heures de discussion la nuit dernière, les représentants du patronat et des syndicats, comme on s'y attendait, n'ont pu se mettre d'accord sur le régime de l'assurance chômage. Le CNPF et les PME ont dénoncé la convention qui régissait jusqu'ici l'UNEDIC, une convention qui date de 1958 et qui, selon le patronat, ne correspond plus à la situation actuelle puisqu'au lieu des 28 000 chômeurs indemnisés à l'origine, l'UNEDIC s'applique maintenant à plus d'1,5 million de personnes, sans compter les pré-retraités. Les syndicats, qui sont unanimes à réprouver l'attitude du patronat, mais qui prônent eux aussi des économies, divergent cependant sur les modalités d'une révision que certains d'entre eux estiment nécessaire. Une nouvelle réunion doit avoir lieu vendredi. Laurence Graffin. La position du CNPF est claire. Il a dénoncé la convention de l'UNEDIC parce qu'il n'est pas d'accord avec la cotisation décidée par le gouvernement et qu'il veut la payer le moins longtemps possible. Ce qu'il veut, c'est renégocier un nouveau régime d'assurance chômage qui permette de faire des coupes importantes dans les prestations. Il a convié les syndicats à en discuter le 20 novembre. Les syndicats, eux, sont divisés. Il y a ceux qui préfèrent négocier quand même avec le CNPF plutôt que de voir l'État décider à leur place. La CGC, la CFTC et FO. Et puis il y a ceux qui voient dans l'intervention de l'État un moindre mal, la CFDT et surtout la CGT qui menacent de ne pas venir à la réunion du 20 novembre. La CFDT, pour sa part, essaie de convaincre les autres d'y venir pour régler le problème le plus urgent, celui des économies à faire en 83. Car si ce problème des économies de 83 n'est pas réglé le 20 novembre, le gouvernement interviendra par décret pour les imposer. Quelle que soit donc l'issue de la réunion de vendredi, la convention qui régit actuellement l'UNEDIC n'expire que le 31 janvier 83. Les chômeurs ne sont donc en aucun cas menacés d'une interruption brutale de leurs allocations. Mais en tout état de cause, il faut faire des économies et pour beaucoup de chômeurs, bien sûr, il ne s'agit pas de dispositions techniques, il s'agit de survie. C'est le cas de cet homme de 51 ans au chômage depuis 4 ans qu'a rencontré Martine Gilson. À l'époque, en 78, je touchais 4 000 francs net environ. Et maintenant, plus rien. J'ai bénéficié par 2 fois d'aide du Fonds social. 2 000 francs au mois d'avril et 1 500 francs il y a environ 15 jours. Comment on vit avec ça? Eh ben, on vit pas, ou on vit mal, très mal. Votre femme travaille? Non, elle est au chômage aussi. Et ces indemnités de chômage finissent à la fin du mois. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous avez combien d'argent pour vivre par mois? Eh bien, aujourd'hui, pour finir le mois, mon épouse a touché 2 700 francs le 2 ou le 3 de ce mois-ci. Vous avez des dettes? Votre loyer, vous le payez comment? Mais mon loyer, je ne le paye pas. Ça fait 3 ou 4 mois, je crois, ou 5 mois. Je ne le paye pas, ce qui fait que je viens de recevoir de la part de mon propriétaire un dernier avis avant saisie. Et puis j'ai d'autres différentes dettes. Enfin, je pense que le tout, au dernier recensement, doit se monter à environ de 15 000 francs. Comment vous allez rembourser ça? Ça, c'est une grosse question. Je me le demande. Maintenant, je me le demande, vraiment, je me le demande.
Voilà donc un cas parmi tant d'autres. Revenons au dossier. Monsieur Bérégovoy, vous êtes à Bruxelles. Vous venez avec votre collègue, Monsieur Delors, de prendre part à un conseil communautaire sur le chômage. Jusqu'ici, vous n'avez pas voulu réagir publiquement à ce qui s'est passé hier soir entre le patronat et les syndicats. Le Premier ministre, vous le savez bien sûr, a déploré tout à l'heure la décision du patronat. Il a donc évoqué la possibilité dorénavant de faire face à la situation par décret. Vous-même, vous êtes déjà intervenu une première fois, vous allez donc devoir intervenir une deuxième fois, et cela veut dire bien sûr des économies. Oui, je voudrais tout d'abord dire que lorsque je suis intervenu, c'est parce que les négociations avaient déjà échoué. Et après le Premier ministre, je déplore que le patronat n'ait pas respecté le protocole du 28 octobre, car j'avais réuni, vous vous en souvenez, l'ensemble des organisations syndicales ainsi que les organisations patronales, et nous étions convenus d'une procédure. Premièrement, des cotisations pouvaient être décidées par décret. Ces cotisations ont été décidées. 0,72% à la charge des entreprises, 0,48% à la charge des salariés. La solidarité, par conséquent, des salariés jouait. Et d'autre part, les partenaires sociaux s'étaient engagés à équilibrer le système par un aménagement des prestations avant le 20 novembre. J'espère encore que cela sera possible, car ainsi que vous l'avez fait observer, la Convention joue encore. Le système d'assurance chômage est encore en vigueur. Et cela me permet de préciser un certain nombre de points. Premièrement, les chômeurs continueront à percevoir leurs prestations. L'État en prend l'engagement. Il n'y aura donc pas carence du côté du versement des allocations destinées aux chômeurs. Deuxièmement, si les partenaires sociaux ne se mettent pas d'accord, ce que je déplorerai, l'État prendra ses responsabilités par la voie d'un décret en vue d'aménager le système de l'assurance chômage, le système des prestations versées, de manière que l'assurance chômage puisse être équilibrée. Car c'est une des conditions, l'équilibre. C'est une des conditions du maintien du versement des prestations. Monsieur le ministre, ce décret, oui, ce sera pour imposer des économies. Est-ce que vous avez déjà une idée? Si vous le permettez, oui. Ce décret sera rendu nécessaire si les partenaires sociaux ne se mettent pas d'accord. Si le patronat, naturellement, refuse la discussion, il faudra bien en venir à la procédure du décret. Le gouvernement ne fuira pas ses responsabilités. Et là sûrement, Monsieur Bérégovoy, vous avez vous-même des idées sur les remèdes à apporter à la situation et donc sur les économies qu'il faudra faire. J'ai des idées, mais je puis vous dire que les organisations syndicales en ont aussi. Car les organisations syndicales ont fait des propositions qui aboutissaient, selon les unes ou les autres, à de 7 à 11 milliards d'économies en année pleine. Avec cette économie de l'ordre de 10 milliards, le système serait équilibré en 1983. Donc l'attitude du patronat est incompréhensible. Il veut, dit-il, renégocier une convention. Bon, ça, après tout, cela est son droit de vouloir renégocier. Mais en attendant, la convention est en vigueur et elle doit naturellement être appliquée. J'ajoute que si les partenaires sociaux, car il faut aussi que les syndicats en soient d'accord, renégocient une convention, l'État qui, lui, apporte sa part au financement de l'assurance chômage, ainsi que je l'avais indiqué le 28 octobre, renégociera aussi l'engagement qui le lie au système d'assurance chômage. Car il faut que les choses soient claires. Le système d'assurance chômage est financé d'une part par des cotisations versées par les entreprises, d'autre part par des cotisations versées par les travailleurs, par une contribution de solidarité à la charge des agents du secteur public et des fonctionnaires, et enfin par une contribution très importante de l'État, de l'ordre de 29 à 30 milliards de francs. Il est donc normal que l'État dise son mot. Je ne souhaite pas qu'il le dise d'une manière excessive, car nous sommes attachés au système paritaire, nous sommes attachés à la politique contractuelle, et je déplore vivement que la politique contractuelle puisse être mise en cause du fait de l'attitude du patronat, ce que je ne comprends pas, car ce n'est pas un bon moyen d'instaurer un climat social
qui permettent à notre pays de franchir les temps difficiles que nous connaissons. Monsieur le ministre, pourriez-vous donner des exemples des économies que vous risquez de proposer, par exemple, sur les allocations élevées, les allocations des cadres, peut-être ? Il peut y avoir des économies faites sur les allocations élevées. Je dis tout de suite que les allocations minimales ne seront pas touchées, et en particulier, je souhaiterais, après avoir entendu le chômeur que vous venez d'interviewer, qu'un effort soit fait en faveur des chômeurs de longue durée. Il y a d'autre part ce qu'on appelle des délais de carence. Doit-on payer tout de suite ou doit-on payer au bout de quelques jours ? Doit-on calculer sur le salaire des 3 derniers mois ou sur le salaire des 6 derniers mois ? Doit-on, d'autre part, pouvoir cumuler une indemnité de licenciement avec la garantie de ressources ? Sur tous ces points, les syndicats ont fait des propositions courageuses et positives. Et les pré-retraites ? Il me suffira de m'en inspirer pour faire des propositions concrètes au Premier ministre et au gouvernement. Et les pré-retraites, par exemple, il y aurait aussi des... En ce qui concerne les pré-retraites, ce qui est acquis est acquis. Le système des pré-retraites, tous ceux qui en bénéficient continueront à en bénéficier. Pas de réduction. Compte tenu de ce qui a été voté par le Parlement pour ce qui concerne la sécurité sociale, vous savez, nous avons porté les cotisations de 2% à 5% et demi et non pas à 10%, comme nous avions eu l'intention au début, car nous avons tenu compte de ce qui nous était dit par les pré-retraités. Il était normal que les pré-retraités contribuent à l'effort de solidarité. Il aurait été injuste qu'ils y contribuent d'une manière excessive. Mais en ce qui concerne les pré-retraites acquises, elles continueront à être versées à partir du 1er avril 1983. Alors il y aura le droit à la retraite. Alors il s'agira naturellement des nouveaux entrants dans le système de retraite. Et ça, c'est une question très importante qui est, à mon avis, en toile de fond des discussions que nous venons de connaître. Car si l'État a pris de son côté toutes les dispositions nécessaires en ce qui concerne le régime général de la sécurité sociale, il reste un effort à faire au niveau des régimes de retraite complémentaires, tant par les entreprises que par les salariés. Et sur ce point, dans le protocole qui avait été signé, les partenaires sociaux s'étaient donnés au 15 janvier pour assurer ce financement de la retraite complémentaire, de la part nécessaire pour l'application du droit à la retraite à 60 ans. J'espère que les organisations syndicales et patronales aboutiront. Si elles ne devaient pas aboutir, là encore, l'État prendrait ses responsabilités de maintenir que le droit à la retraite à 60 ans puisse être effectif au 1er avril 1983. Monsieur Vergovoy, merci. Un indice satisfaisant en tout cas pour Monsieur Delors, même s'il s'agit d'une estimation provisoire. D'après l'INSEE, les prix ont augmenté de 0,5% en octobre, le dernier mois du blocage. Depuis le début de l'année, la progression des prix est donc de 7,6%. Et si le nouveau système d'encadrement fonctionne, l'objectif du gouvernement de limiter la hausse à 10% pour 82 pourrait être atteint. Un nouvel emprunt d'État sera lancé à la fin du mois, un nouvel emprunt de 10 milliards de francs qui portera donc à 40 milliards le montant emprunté à l'épargne des Français depuis le début de l'année pour financer le déficit budgétaire. Cet emprunt sera émis pour 7 ans avec un intérêt de 15,3%, un taux moindre que les précédents puisque la désescalade continue sur les marchés monétaires et financiers. Retroussons nos manches pour faire face à la crise, ne cédons pas aux facilités du protectionnisme, mais ne soyons pas naïfs non plus face aux pratiques de nos concurrents commerciaux. Tel est en substance le message adressé aujourd'hui par le chef de l'État en clôturant les Journées nationales de l'industrie organisées par Jean-Pierre Chevènement. L'enjeu, la vigueur de l'effort industriel en France. Bernard Pradino. Il faut, explique le président de la République, donner à notre industrie un environnement dynamique. Autrement dit, il faut lui donner des clients plutôt que lui donner des subventions. Exemple de cet environnement dynamique, un deuxième TGV, les prochains réseaux câblés, et puis le développement des industries d'économie d'énergie. Il faut aussi, dit le président, que cette industrie sache résister et sache conquérir. Bien, la résistance, c'est la modernisation des secteurs d'activité industrielle traditionnels. Par exemple, la sidérurgie, la machine-outil, le textile. La conquête, c'est celle de nouveaux secteurs industriels modernes, comme l'électronique, la biotechnologie, l'informatique. Tout cela ne se fera pas instantanément. Les 3 années qui viennent seront les années de l'effort. Cela se fera également avec la coopération d'autres Européens. Enfin, ajoute le président de la République,
S'il ne faut pas être protectionniste, il ne faut pas non plus être naïf et bien savoir que les pays étrangers nous empêchent parfois d'entrer sur leur propre marché. Sauf éclaircie internationale, par une vigoureuse reprise, la France vivra dans les 3 ans qui viennent une période de grand effort. Les investissements d'hier manqueront toujours. Et ceux d'aujourd'hui et de demain ne seront pas tout de suite productifs. Toutes les capacités de travail, d'épargne, de création, de gestion doivent être concentrées sur les entreprises capables. Sur les entreprises de l'avant, oui, sans aucun doute. Il faut disposer du moyen de gagner les combats qui nous attendent. Et il faut sauvegarder ce qui a été construit par les travailleurs, par les entrepreneurs au cours des décennies ou du siècle précédent, dès lors qu'ils demeurent dans la course. Oui, bien, il faudra renoncer au confort de certaines habitudes, à certaines rentes du passé. Le monde est impitoyable pour les faibles. C'est pas moi qui ai inventé cette expression. Or, nous avons les capacités d'être forts. Pour cela, il faut le vouloir. Pour nos enfants et pour nous-mêmes, il faut le vouloir. Vos travaux m'ont appris que nous le pouvions. Un exemple de redéploiement industriel, un domaine aussi particulièrement exposé à la concurrence étrangère, c'est bien celui des magnétoscopes. Monsieur Jobert, le ministre du Commerce extérieur, entend, vous le savez, livrer bataille à Poitiers en y concentrant les opérations de dédouanement de la production essentiellement japonaise. Au-delà des tracasseries administratives, les Européens entendent organiser un front commun pour fabriquer maintenant ensemble un magnétoscope européen. Depuis hier, une usine est au travail en France. Le dossier, Patrick Esther. Voilà donc l'un des tout premiers magnétoscopes assemblés et en partie fabriqués en France dans une usine de la radiotechnique au Mans. Construit suivant le brevet Philips V2000, il est en fait le seul magnétoscope au monde qui ne soit pas japonais mais européen. Aujourd'hui, une partie des circuits électroniques seulement est fabriquée à Nogent-le-Rotrou et au Mans. Mais d'ici un an, la totalité des pièces sera d'origine française, à l'exception de la mécanique et des têtes de lecture qui resteront produites par une usine du groupe en Autriche. Pendant ce temps, à Poitiers, au bureau des douanes, un seul fonctionnaire est affecté au contrôle des magnétoscopes d'importation. Cette année, l'importation de ces boîtes à images aura coûté 2 milliards de francs à notre commerce extérieur. Cette fois, les ordres sont stricts. Notre douanier, qui ouvre parfois tous les emballages, va jusqu'à démonter les appareils pour vérifier la provenance des composants des circuits électroniques. Résultat, à peine 2000 magnétoscopes passent chaque semaine par ce trou d'aiguille et des dizaines de camions attendent sur les parkings. Les conditions sont donc particulièrement propices pour le lancement sur le marché du premier magnétoscope Made in France. L'affaire de Poitiers est toute récente, alors que nous nous intéressons au magnétoscope. Depuis environ 5 ans, nos services d'études ont étudié tous les appareils de la série V2000 et précédentes qui ont été vendus en France. Les appareils que vous voyez là ont été étudiés en partie en France et notre capacité de production aujourd'hui installée est de l'ordre de 60 000, 75 000 par an. Donc on ne peut pas imaginer que cette capacité de production a été installée en 2 jours. Et l'année prochaine, ça sera combien d'unités? Eh bien, selon la demande du marché, nous pouvons multiplier des unités comme celle-ci par 2, par 3. Ça dépendra de la demande du marché français aux appareils de la série V2000. En fait, si la radiotechnique s'est lancée dans la production de magnétoscopes, c'est avant tout pour préserver l'emploi. Dans cette usine, il y a 10 ans, il fallait 12 heures pour fabriquer un téléviseur couleur. Aujourd'hui, il n'en faut plus qu'une. Pour ne pas licencier, la radiotechnique a mené une vaste politique de redéploiement industriel orientée vers les produits nouveaux, jeux électroniques, terminaux d'ordinateurs et aujourd'hui magnétoscopes. Pour l'instant, on est en démarrage, mais par la suite, j'espère bien que l'ensemble de l'usine fera du magnétoscope.
Seulement, il ne suffit pas de fabriquer des appareils. Encore faut-il qu'il existe aussi des programmes enregistrés. Or, le V2000 est un standard incompatible avec le VHS japonais, aujourd'hui détenteur de 70% du marché. Alors, pour que les clients trouvent des films en système 2000, Philips a fourni en magnétoscope les sociétés de duplication de cassettes. Et de fait, en même temps que l'appareil sort de l'usine du Mans, les grands vidéoclubs accueillent d'un coup jusqu'à 1200 titres en système 2000. Une sorte de forcing qui devrait permettre au système européen de passer de 15% à peut-être 30% du marché l'année prochaine. Un forcing qui va jusqu'à tendre la main au français Thomson au moment où celui-ci doit se lancer lui-même dans la fabrication de magnétoscopes. Thomson reprendra-t-il le brevet Philips? La chose n'est pourtant pas sûre, puisqu'aujourd'hui, Thomson vend en France des magnétoscopes VHS fabriqués au Japon. Protectionnisme déguisé, combiné avec l'apparition d'un concurrent sérieux, les Japonais s'affolent, protestent et vont jusqu'à menacer de fermer l'usine Akai située à Honfleur, produisant aujourd'hui des tuners pour chaîne IFI et devant prochainement fabriquer aussi des magnétoscopes à partir de composants français. Le magnétoscope n'est plus un cadeau de Noël pour Jean Riche, il est devenu avant tout un symbole, le soldat de la guerre commerciale maintenant déclarée contre le Japon. À l'Assemblée nationale, les députés poursuivent leur examen des différents budgets. Cet après-midi, celui des transports. L'UDF et le RPR ont décidé de déposer une motion de censure commune vendredi prochain contre la politique de défense du gouvernement. À noter à propos de défense que selon un sondage de l'hebdomadaire La Vie, 52% des Français sont favorables au développement de l'arsenal nucléaire, mais 61% souhaitent la mise au point de méthodes de défense non violentes, ce qui apparaît pour le moins contradictoire. La préparation des municipales, le conseil politique du RPR approuve à son tour la proposition d'une plateforme commune avec l'UDF. La prochaine réunion aura lieu le 18 novembre. À noter aussi sur l'échiquier politique le nouveau pion placé par M. Barre. L'ancien Premier ministre lance une lettre mensuelle intitulée « Faits et arguments ». Son premier éditorial donne le ton. Ce que nous voulons, c'est son titre, assorti d'une argumentation ouvertement gaulienne. La politique, l'argent et le sport, c'est à ce carrefour qu'a voulu se placer aujourd'hui le député communiste du Nord, Alain Bocquet, rapporteur de la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. Il s'élève contre la publicité sauvage à la télévision pendant la retransmission des manifestations sportives. Il n'est pas normal, selon lui, que la télévision ne bénéficie pas financièrement de cette publicité. Une prise de position qui va jeter l'alarme dans tous les clubs sportifs qui trouvent là une source de financement. Justement, le financement, pas toujours très orthodoxe, des affaires de l'AS Saint-Étienne a donné lieu aujourd'hui à une inculpation retentissante, celle de Roger Rocher, l'ex-président des Verts. Alain Vernon nous rappelle l'origine de l'affaire. Le scandale de Saint-Étienne éclate le 1er avril 82. Roger Rocher, président du club depuis 21 ans, est contesté par une partie du conseil d'administration. Le 5 avril, après 4 heures de réunion, le président Rocher repousse une première fois les attaques. Les supporters sont convaincus, Roger Rocher est un bon et solide président. Mais à 62 ans, Roger Rocher sent bien que le pouvoir lui échappe. Seul, critiqué sur la gestion, il démissionne le 17 mai. Dans la rue, c'est l'inquiétude. Alerté par la presse, le public commence à bouder le stade Geoffroy-Guichard. Enfin, le 18 août, Roger Rocher passe aux aveux dans l'enquête menée par la brigade financière de l'APJ de Lyon. Saint-Étienne possédait une caisse noire, des joueurs ont touché des dessous de table. Je pensais que, par amour de ce club, que je n'irais pas jusqu'au bout. Si j'irais jusqu'au bout, puisqu'ils m'y ont poussé à y aller. Bon, maintenant que tout le monde a dévoilé tout ce qu'il avait sur le cœur et tout ce qu'il avait à côté, il faut l'accepter ainsi. Et bon, disons que s'il faut rentrer dans la légalité, bon ben, je pense que pour rentrer dans la légalité, il faudra payer certains arriérés. Bon ben, il faut le faire, il faut l'accepter. Bon, maintenant qu'on n'en parle plus. La fronde stéphanoise hisse aux commandes du club Maître Henri Fiellou. Une pipe chasse l'autre et le nouveau président affiche l'assurance de Monsieur Propre. Or, le scandale rebondit. Les stars du Forez se sont engraissées secrètement, mais des hommes politiques et surtout des notables locaux sont impliqués dans l'affaire. Au total, près de 60 personnes auraient directement ou indirectement bénéficié des avantages de cette caisse noire. En 8 mois, le scandale financier a terni non seulement un grand club européen, mais l'ensemble du football. Rien d'étonnant sans doute dans un système de marché où le sport tolère la dynastie de l'argent.
Oui, et à Lyon aujourd'hui, l'ex-président Rocher a donc été inculpé par le juge d'instruction d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance, de présentation de faux bilans et de faux. Daniel Catelin est sur place. 14h30, Roger Rocher, accompagné de ses deux avocats, arrive au palais de justice de Lyon. Il répond à la convocation du juge Fayen, chargé des affaires financières. L'ancien président de la S Saint-Étienne va être le premier inculpé de l'affaire de la caisse noire des Verts. 18h20, Roger Rocher quitte le cabinet du juge. Il est inculpé d'abus de confiance, abus de biens sociaux, faux en écriture de commerce et usage, fausse déclaration dans l'état de constitution d'un acte de société. Disons que j'étais tellement préparé, j'ai tellement reçu de coups, j'ai tellement lu de journaux dans cette crise, j'ai tellement vu comment elle était managée cette crise, comment elle était contre moi pour m'abattre. Alors je savais que je terminerais un jour inculpé, je le savais, à partir de la lettre du 12 juillet qu'ils ont adressée au procureur de la République, je savais que la machine était mise en marche. Oui, Roger Rocher s'attendait à être inculpé, mais il a toujours agi selon lui pour le bien du club et non pour le sien. Ses avocats, quant à eux, sans rejeter en bloc les faits reprochés à leurs clients, ont l'intention de contester certains points du dossier. Certains faits seront contestés, certaines qualifications seront contestées. Nous devons vous dire qu'aujourd'hui nous avons fait ensemble, et ceci pendant plus de 3 heures, un historique de cette affaire et un historique notamment de la crise, et que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, nous rentrerons dans le détail. Et c'est à ce moment-là que nous contesterons éventuellement certains faits et certaines qualifications. Et est-ce que vous pouvez nous préciser ce qu'on entend par contester certaines qualifications? C'est-à-dire que les mêmes faits peuvent donner lieu à des analyses juridiques différentes. Nous ne sommes pas d'accord, bien sûr, avec monsieur le juge d'instruction sur la qualification qu'il fait, mais c'est notre rôle d'avocat d'essayer de faire progresser la défense et de démontrer que ce qui est qualifié d'abus de confiance, à nos yeux, n'est pas un abus de confiance. Parce que dans l'esprit des gens, on peut penser que monsieur Rocher s'est mis de l'argent dans la poche. Or, il est établi en l'état actuel de l'instruction que ni monsieur Rocher, ni un quelconque des administrateurs du club n'ait prélevé de l'argent à des fins personnelles. De la caisse noire de Saint-Étienne au dossier du Proche-Orient, prenons du champ. Le roi Hussein de Jordanie était à Paris aujourd'hui à la tête de la délégation de la Ligue arabe, prévue par le dernier sommet de Fès pour promouvoir dans les principales capitales le plan arabe pour la paix au Proche-Orient. À l'issue de ses entretiens avec le président Mitterrand, le roi Hussein s'est déclaré très satisfait des convergences relevées entre les positions arabes et françaises, même si elles ne coïncident pas tout à fait. Interrogé sur le problème de la reconnaissance de l'État d'Israël, le roi Hussein a déclaré qu'il croyait que c'était là une phase, je le cite, où l'on parviendra à l'avenir à une base mutuelle. À Jérusalem, l'armée israélienne a publié aujourd'hui le bilan officiel de ses prises d'armes pendant la guerre du Liban. Plus de 500 dépôts d'armes et 5000 tonnes de munitions ont été saisies par les Israéliens. Revenant sur la scène politique italienne, le démocrate chrétien Amintore Fanfani, 74 ans, président du Sénat, 4 fois président du Conseil, a été pressenti pour former un nouveau gouvernement, le 42e en Italie depuis la guerre. Au Brésil, pour la première fois depuis près de 20 ans, des élections démocratiques ont eu lieu hier. Étant donné l'échelle du pays et aussi la complexité des scrutins, le dépouillement des résultats sera très lent, mais déjà l'opposition paraît en tête. En Allemagne fédérale, un cauchemar semble prendre fin pour les responsables de la sécurité publique. La fraction Armée Rouge, l'organisation terroriste responsable de plusieurs assassinats, dont celui en 1977 du président du patronat allemand, la fraction Armée Rouge vient d'être décapitée avec l'arrestation, aujourd'hui près d'Hambourg, du terroriste le plus recherché d'Allemagne, Michel Meyer. C'est à l'est de Hambourg, dans une forêt où il s'approchait d'une cache d'armes et d'argent, que l'ennemi public numéro 1 a été arrêté, ou plutôt surpris, car il n'a même pas eu le temps de faire usage de son 9 mm. L'énorme mobilisation policière allemande avait déjà réussi à paralyser l'action terroriste en territoire allemand. Après une traque longue et systématique, tout indique qu'elle vient de décapiter un mouvement de plus en plus coupé de ses complicités internationales. Christian Klar, ancien étudiant depuis 5 ans dans la clandestinité, est mêlé à quelques 9 assassinats politiques, dont celui de Hans-Martin Schleyer, le patron des patrons allemands. C'était en 1977. Christian Klar n'avait alors que 25 ans.
Depuis l'arrestation la semaine dernière de ses principales compagnes, la fin de Christian Klar ne pouvait qu'être une question de jours. Il est tombé aujourd'hui comme un chef de bande. Ici, et malgré plusieurs fuites spectaculaires où Klar avait nargué les policiers, personne ne retient plus les alibis politiques qui avaient fait de lui un adepte de la violence aveugle. Son arrestation est un coup mortel pour le terrorisme allemand. L'image est toujours aussi belle, elle devient familière. La navette spatiale américaine Columbia a retouché terre cet après-midi en Californie. Malgré quelques pépins, la grande rivale d'Ariane a parfaitement réussi sa première mission commerciale. Georges Leclerc. Un oiseau de feu dans le ciel du matin, c'est Columbia qui rentre. Après 5 jours d'espace, la navette devient avion, ou plus exactement planeur. À plus de 400 km à l'heure, elle file vers la base Edwards dans le désert californien. Elle vient d'accomplir son 5e vol ou encore sa première mission commerciale. Bilan 2 satellites lancés et bien lancés. Vous avez vu la sortie des roues. Cette fois-ci, ce n'est pas la longue piste du lac Salé qui la reçoit, mais une piste en béton, comme celle de Cap Canaveral. Dans une toute prochaine mission, la navette se posera en effet à l'endroit d'où elle décolle. Cap Canaveral, ce sera plus économique, plus rapide, en un mot, plus opérationnel. Voilà, nous sommes sur la piste d'Edwards. C'était tout à l'heure à 15h34. Houston a vraiment de quoi être content. Tous les objectifs commerciaux sont atteints. Seule la marche dans l'espace a été annulée. Columbia est bonne pour le service. 45 minutes après l'atterrissage, c'est la sortie de l'équipage. En tête, vous allez voir le commandant de bord, c'est Vance Brown. Il sera suivi de Bob Overmeyer, le pilote, et des 2 scientifiques, Joe Allen et Bill Lenoir. Regardez-les, ils semblent être en pleine forme, pas de problème de récupération apparemment. La NASA peut compter sur 4 astronautes de plus. À propos du malade de samedi dernier, vous allez le voir en gros plan. Hier, il avait le mal de l'espace. Aujourd'hui, il est prêt à repartir. Le voici, c'est William Lenoir. Malgré le nombre élevé d'astronautes, ça ne saurait tarder. Regagnons les nuages avec Alain Gillot-Pétré, très vite. Oui, très vite. Un temps variable et médiocre pour demain, comme d'habitude. Regardez la photo satellite, c'est évident. Voici ces nuages qui sont ici, se retrouveront demain là, et ceux qui sont derrière se retrouveront ici. Alors sur la carte, ça donne quoi? Ça donne des Pyrénées aux Alpes et à la Corse du mauvais temps avec de la pluie, sauf une poche de beau temps grâce au Mistral et à la Tramontane qui vont se rétablir près du golfe du Lion. Ailleurs, temps médiocre et variable avec quelques éclaircies en cours de journée. On verra arriver d'autres nuages par l'ouest. Côté température, pas de grands commentaires. C'est la même chose qu'aujourd'hui. De 5 degrés minimum dans le nord-est à 11 degrés. 11 degrés à Nice et 10 degrés en Bretagne. Il fait bon en Bretagne, il fait doux. Demain, c'est le mercredi 17 novembre. 3 minutes de soleil au moins. Levé 8h04, couché 17h07. Et fêtons les Élisabeth avec vous, Christine. Les Élisabeth, à 23h30, Jacques Merlino. Demain, antenne de midi, Daniel Bilalian. Je vous retrouverai demain à 20h. Bonne soirée sur Antenne 2.